Dans le travail comparatif, ce qu'on compare, ce sont des politiques, comment dire, des formes de soins, etc. Mais quand on compare les pratiques des médecins, des différents, est-ce qu'il y a des travaux là-dessus qui comparent à la fois les pratiques des médecins des différents pays, hein, et quand j'ai dit des pratiques, je pense que le rapport à la médecine, la culture de la médecine en France et la culture de la médecine en Allemagne ou aux États-Unis, c'est pas la même chose. Le médecin de famille ici, on sait ce que ça veut dire, le médecin de famille là-bas, c'est autre chose. Donc, quand on fait des comparaisons de cet ordre-là, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que l'on observe? Parce que je pense que ce rapport à la culture du médecin, à la culture médicale, etc., c'est un enjeu historique fondamental. Et sur la question du normal et du pathologique, moi j'interviendrai sur le passage de Durkheim à la fin du 19e à Canguilhem, après la Seconde Guerre mondiale, ce passage de la sociologie et la philosophie sur la définition du rapport à la norme dans la maladie, elle revient finalement à poser la question du corps, c'est la question du corps, le corps en tant que corps soigné, corps politique, corps social, etc. Où je pense que la dualité entre le normal et le pathologique, pour moi, me semble insuffisante. Les deux concepts sont insuffisants pour définir ce qu'est le corps dans l'expérience vécue du patient lui-même. Dans la division sociale du travail, le corps des 19e siècle, le corps que le capitalisme réduit finalement à la production. Hein, ce corps fragmenté, ce corps divisé, ce corps... Donc les enjeux, je pense qu'on maintenant on a largement dépassé Canguilhem et Durkheim lui-même. C'est que les corps dont on parle sont des corps qui disent autre chose, et celui qui vit l'expérience de la maladie ne définit pas ce corps. On est encore sur des concepts assez lourds, il me semble. Ouais. Deux points. Une chose que vous disiez, la personne qui a présenté les travaux sur l'OCDE, ça me paraît très intéressant et que vous repreniez. Qu'est-ce qu'il y en a des pratiques des médecins? Et je pense que dans ces études-là, les pratiques des médecins se traduisent par les études statistiques sur la prescription. Donc les prescriptions de médicaments, les prescriptions d'examens, les prescriptions, etc. Et je trouve que c'est intéressant. Dans votre diapo, vous avez été trop vite pour moi. Mais je trouve que c'est très intéressant quand vous dites, voilà, il y a une médecine défensive, il y a un déficit d'information, il y a un biais cognitif. Et je pensais tout au long de cette matinée, alors c'est une passion, ce monde-là depuis très longtemps, à la question de la formation de médecins. Parce qu'en effet, vous disiez, M. Witzke, et c'est vrai que la question de la surproduction, de la surconsommation de médicaments s'inscrit dans un contexte plus large, c'est sûr. Roland Gori qui a écrit des choses très, très importantes autour de tout ça. Mais comment sont formés nos médecins? Et moi, je passe beaucoup de temps dans mon quotidien à écouter les étudiants en médecine, à travailler avec eux depuis 20 ans. Et je trouve qu'il y a des choses à travailler et à réfléchir là-dedans. Parce qu'en effet, c'est sûr que les patients, ils surconsomment les soins, des médicaments et tout ça, mais ils ne font pas ça tout seul. Donc, je pense qu'il y a aussi ça à réfléchir. Oui, à la fin de l'exposé de M. Fromm, il s'est adressé à nous pour savoir ce qu'on pensait des questions, notamment sur celle de l'audit des pratiques, justement, de l'évaluation des systèmes de soins. Et la question, c'est est-ce qu'il y a aussi une interrogation sur ce que l'on osera faire des résultats? Parce que quand on est médecin, qu'on prescrit des examens pour faire un audit ou une évaluation d'un état de santé, la pertinence est attachée à ce qu'on va être capable de faire des résultats. Et si on ne réfléchit pas à ce qu'on fait du résultat, aux possibilités du résultat, ça ne sert à rien de faire l'examen. Donc, observer, faire des audits de la pratique des systèmes de soins, ça me paraît très très intéressant, à condition qu'on ait réfléchi à ce qu'on était capable de bouger en fonction des résultats. Donc je voudrais savoir si c'est quelque chose qui appartient à la réflexion au niveau de l'OCDE. Oui, Jacques Léger, dans généraliste Moselle. Donc j'ai deux questions à poser à Yann. Et
Mais quand François lui parle, je ne peux pas écouter la question. François, tu vas te taire un peu. Voilà, mais François, il est encore plus bavard que moi. Deux questions sur les inégalités de consommation de soins dans les différents pays de l'OCDE et donc les gâchis de cette consommation. La première question concerne le contexte culturel, voire religieux de ces différents pays. Moi, je compare souvent les Pays-Bas et la France, un pays plus protestant, les Pays-Bas, un pays plus catholique que la France. Il y a des différences de comportement. Je ne suis pas du tout spécialiste des religions, mais je pense que le rapport que les médecins et les patients ont à la santé a beaucoup à voir, ce rapport, avec nos cultures religieuses. C'est la première question. La deuxième question concerne l'organisation des systèmes de santé et le mode de rémunération des professionnels de santé. Est-ce que vous avez l'impression que certains modes de paiement, je pense bien sûr le paiement à l'acte, sont plus ou moins délétères que d'autres? Quelle est votre position là-dessus? Une remarque qui rapporte une observation faite il y a quelques années par Amartya Sen, qui est un économiste indien qui a eu le prix Nobel il y a quelques années, et qui disait, prenons deux États indiens, le Kerala, qui est un État qu'on considère comme exceptionnel en Inde par son développement, son niveau de développement, et l'Orissa, qui est aussi exceptionnel par son niveau de faible développement. C'est général comme jugement, mais... Et alors il dit la chose suivante. Si on regarde les grands indices, le Kerala, c'est un pays où l'espérance de vie à la naissance est assez voisine de l'espérance de vie à la naissance dans les pays européens. L'Orissa, c'est un pays dans lequel l'espérance de vie à la naissance est celle d'un pays sous-développé, très sous-développé. Et si on regarde la morbidité, dans l'Orissa, il y a très peu de morbidité, comme si les gens n'y étaient pas malades. Et au Kerala, il y a une morbidité assez importante. Et comme si, pour ne pas mourir, il faut être malade. Qu'est-ce que ça signifie? Je n'en sais rien. Mais une première interprétation, c'est que le système de santé est très peu existant et très peu développé en Orissa et très développé au Kerala. Et que dans un système de santé développé, on a beaucoup de malades, puisqu'il y a beaucoup de médecins et beaucoup de personnel médical pour identifier les états anormaux. Puis il y a aussi un seuil au-delà duquel les gens se sentent malades, qui est probablement un seuil beaucoup plus bas au Kerala. Il faut être vraiment à l'âge de la mort pour se sentir malade en Orissa. Alors voilà, ça c'est une remarque sur laquelle je crois qu'il faut qu'on réfléchisse un peu, c'est-à-dire que la morbidité, elle est liée à la densité du système de santé. Quand il n'y a personne pour voir et pour dire que quelqu'un est malade, il n'est pas malade. Bon, bien entendu, vous appréciez. Deuxième chose, qui sont des petites remarques à propos de ces exposés-là. Je constate que dans votre exposé, il ne figure rien concernant les choses essentielles. Quand je dis essentielles, au sens où nous l'entendons, les médicaments essentiels, par exemple. Ça n'est pas encore entré dans... vous nous avez mentionné Choosing Wisely. C'est intéressant. Choisir avec discernement ce que l'on va privilégier comme action, il me semble que faire le choix des médicaments essentiels, c'est un élément de choosing wisely, choisir avec discernement. Eh bien, c'est intéressant que nous soyons très isolés de ce point de vue-là. Ça ne durera sans doute pas. Je suis même pratiquement certain que c'est en train de se terminer, mais quand même, accrochons-nous, on en a besoin. Il faut réussir à faire passer à travers un obstacle qui, pour le moment, est un obstacle culturel qui a l'air de dire que ce qui est important dans le domaine des médicaments, c'est le renouvellement par les plus nouveaux. Nous savons tous que les plus nouveaux sont souvent des MeToo, c'est-à-dire que c'est les anciens refaçonnés avec une façade pseudo-progressiste. Deuxième chose, on n'a pas encore entendu beaucoup parler ce matin de médecine fondée sur les preuves. Et quand on parle
de ce qu'il convient de faire dans le domaine de la santé. Je parle de la politique de santé, ce que vous avez remarqué ou vous avez présenté que, par exemple, les incitations financières sont moins efficaces que la transparence, ce qui probablement se confirme dans bien des cas. Avant de mettre en œuvre la transparence ou les incitations financières ou autre chose, on pourrait penser à ce qui est une extension de l'evidence-based medicine, c'est-à-dire l'evidence-based policy, la politique fondée sur les preuves. Ça, c'est un grand programme qui est intéressant. Hein. Est-ce qu'il faut inverser les normes pour ce qui concerne le code du travail? Alors, la moitié des gens, je ne sais pas si la moitié, c'est probablement comme ça, disent oui, il faut inverser les normes parce que c'est ce qui est mieux. L'autre moitié dit non, c'est quand même moins bien. La démonstration par comparaison, par tirage au sort, n'a jamais été proposée. Néanmoins, il y a des gens qui pensent qu'on pourrait essayer de faire de la politique expérimentale. Alors, dans le monde de la santé, on peut s'interroger. Par exemple, ayons un rêve, comme disait Martin Luther King. Il y a 95 départements en France, je ne sais plus si c'est 98 avec tirons au sort la moitié d'entre eux, et là, ce sera le paiement à l'acte, et dans l'autre moitié, ce sera le paiement par capitation. Et regardons ce qui se passe. Ce serait intéressant. Je pense que personne n'osera se lancer dans cette position. Mais quand même, rappelez-vous qu'ici même, il y a un an, quelqu'un nous a dit, et ça ressemblait un peu à ce que je viens de proposer, comparons l'Alsace-Moselle et avec le régime général de l'assurance obligatoire pour le reste de la France de l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe quand ceux qui habitent l'Alsace-Moselle se déplacent pour aller à la France de l'intérieur et quand l'inverse se produit? Voilà une très belle expérimentation, une très belle observation qui peut être l'équivalent d'une evidence-based policy. Hein, et peut-être qu'à travers ce genre de choses, on peut mieux comprendre quels sont les déterminants sur lesquels on peut agir avec des raisons, avec une rationalité, avec une observation, en ne prenant pas les objectifs subrogés pour les objectifs principaux. Hein, quand on fait de l'essai clinique, on dit qu'il faut plutôt privilégier l'objectif principal, plutôt que l'objectif intermédiaire, faire baisser la glycémie, faire baisser le cholestérol. Ça, on s'en fout finalement. Ce qui serait plus intéressant, c'est de savoir comment les gens se portent quand on a fait le traitement A plutôt que le traitement B, pour ce qui concerne non pas la glycémie ou le cholestérol, mais la pathologie pour laquelle on essaye d'agir. Bon, voilà, je m'arrête. Moi, je veux juste une assise, mais on reviendra cet après-midi. Parce que, d'abord, l'ouverture sur les sciences sociales, c'est un souffle, hein. Donc, c'est bien. Même si Durkheim a balayé Candidaire, c'est bien. Ça remet en cause l'islam. Encore mieux. Non, ce que je voulais dire, c'est l'exposé extrêmement intéressant de nos collègues de l'OCDE. Bon, rappelons que c'est quand même une commande des États, hein, d'accord. Il faut lutter contre le gaspillage. La question, c'est de regarder par où on peut rationaliser. C'est un mécanisme de régulation intelligent. Et je chuchotais avec Jean-Claude, pour nous, c'est un point d'appui intéressant. On va être attentif à ce que vous travaillez. Mais moi, je vous avoue que ça ne me suffit pas. C'est-à-dire, mon questionnement, même s'il est insuffisant, un peu argumenté, c'est la remise en cause du modèle et de l'offre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une remise, c'est pas une rationalisation. Je ne veux pas faire un lifting. Je veux remettre en cause le fait que les soins de premier recours sont négligés, sont confiés à un libéralisme qui ne dit pas son nom, qui est en plus subventionné socialement. Que la médecine hospitalière est cloisonnée en discipline, en étages, en territoire, en chapelle, que
On pleure sur la formation depuis des années. Il faut quand même se poser la question, pourquoi elle est comme ça? C'est-à-dire la question, c'est pas... La formation, elle est exactement elle est partie inhérente du système, elle l'exprime. Ça fait des 40 ans, 50 ans qu'on pleure sur les facs, ce qu'il aurait fallu faire, etc. Pas du tout. La formation obéit à la logique dominante. Point barre. La preuve, la question de la prescription, on laisse les médecins livrer à qui peut les influencer. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Je crois que votre travail va nous aider à avoir des données, à mettre le doigt sur les effets délétères du système dominant. Personnellement, ma vision, c'est de remettre en cause le système. Le type d'offre, dans le champ médical, hein, sur des bases pas probantes, mais sur des bases